Incendie dans le sud de la France. Le Mistral ne facilite pas la tâche des pompiers. Plusieurs centaines d'hectares sont partis en fumée dans les Bouches-du-Rhône, près de Lançon-de-Provence. Des maisons et des lotissements ont été évacués. En Corse, le feu progresse. 1500 hectares ravagés. Premier grand départ dans les gares pour les juilletistes, avec plus d'1 million de voyageurs attendus ce week-end. 1500 trains, dont plus d'1 millier de TGV sur les routes. Une journée classée orange. Le dispositif du médecin traitant est entré en vigueur depuis ce matin. Pour les malades, il faut donc passer par le généraliste avant de consulter, si besoin, un spécialiste. Une journée de rodage. Le Tour de France commence demain. Yann Ulrich a été victime pendant l'entraînement d'un accident. Plus de peur que de mal. Sa seule obsession, battre l'Américain Lance Armstrong. Et puis le festival de danse de Montpellier, le chorégraphe Prèche Locage, pour sa nouvelle création, a choisi de dépoussiérer un classique de la musique, les 4 saisons de Vivaldi. Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons ce journal par les premiers gros incendies de l'été. D'abord près de Lançon-de-Provence. Les flammes poussées par un vent violent ont déjà détruit plus de 600 hectares de pinèdes et de garrigues. L'autoroute A7 a été fermée quelques heures en milieu de journée. Coupure également sur l'A8. Alors qu'il est, l'incendie serait fixé, nous disent les pompiers, mais pas éteint. Ils ont bataillé toute la journée à pied d'œuvre, venus en renfort de plusieurs régions. Quelques centaines de soldats du feu appuyés par des bombardiers d'eau. L'incendie serait probablement d'origine criminelle. Virginie Tumortiki, Benoît Jourdain. Les flammes lèchent les maisons. L'incendie est venu buter sur le haut du village de Coudoux. J'ai 2 petits tout avec moi. Je sais plus. Écoutez, ça a gagné d'un coup. J'étais pas inquiète jusqu'à maintenant, là, mais de voir les flammes autour de ma maison, c'est vraiment. J'ai très peur pour mes enfants. C'est la pointe extrême du feu. Résidents, bénévoles ou pompiers, chacun avec ses moyens tente d'arrêter les flammes qui grignotent les jardins. Avec des rafales de vent à 100 km/h, les pompiers ont à peine le temps de dérouler les tuyaux. On est arrivé, le feu était en train d'arriver très fort sur la maison. Donc on a fait de suite une protection de la villa. Et là, on procède à la phase de noyage pour après partir sur notre mission. Noyé dans la fumée, le lotissement est entre les mains des pompiers. Les résidents fuient. 120 maisons ont été évacuées au total. On s'en va et j'espère qu'ils pourront l'éteindre le feu parce que moi j'en ai marre qu'il y ait des malades qui mettent le feu de partout dans la colline. C'est une horreur. Voilà. L'horreur, les habitants l'observent de loin, plus bas dans le village. Et on s'inquiète vraiment parce que pour l'instant on ne voit pas de pompiers, on ne voit personne, donc on ne sait pas si on s'occupe de nos maisons. À toute allure, le feu a parcouru 6 km en 3h30. Aucune victime, aucun dégât à déplorer, mais 700 hectares de végétation sont partis en fumée. Non, c'est une origine manifestement suspecte puisqu'elle est issue de 2 foyers très proches, allumés en bordure, je dis allumés parce que c'est presque certain, allumés en bordure de la départementale 17. En fin d'après-midi, le feu était fixé mais pas éteint. 200 pompiers devraient poursuivre le travail toute la nuit. Dans le Var, maintenant, ce sont 2 foyers distincts qui se développent, baptisés par le Mistral, qui continue de souffler. Entre Draguignan et Saint-Tropez, une centaine d'hectares a déjà été avalée par les flammes. Un incendie qui a démarré à Vidauban, l'autre au Muy. Le point avec Olivier Théron et Raymond Chaplard. Vidauban, 110 hectares. Le Muy, déjà une centaine. Comme en 2003, de triste mémoire, le Var commence à brûler aux premières rafales de l'été. L'autoroute des vacances est sous le nuage rouge de l'incendie. Le feu progresse, notamment au niveau de la tête, puisqu'il est attisé par un vent extrêmement violent, extrêmement fort. Et le feu se dirige dans une zone avec une ancienne zone militarisée datant de la dernière guerre, où il y a de nombreux obus. À Saint-Zacharie, les cendres ne sont pas encore froides, que déjà les pompiers doivent se mettre au travail à Roquebrune. Le vent est violent. Les volontaires sont sur le qui-vive autour des maisons. Tout le monde est mobilisé pour lutter contre l'incendie. Positionnez-moi une fumée qui se trouve à l'est, au niveau de Valdengarde, là. Est-ce que c'est le feu qui se trouve sur Vidauban ou est-ce que c'est une progression autre? J'attends votre confirmation reçue. Tout le monde se mobilise aussi contre les pyromanes qui sèment les flammes depuis le début de l'après-midi. Bien évidemment, c'est criminel. On a 4 départs de feu depuis 1 heure. Donc en fait, on a bouclé tout le secteur avec la police municipale pour essayer de trouver l'incendiaire. Parce que là, faut pas exagérer là. Il y a des risques d'évacuation de personnes ou Non, non, pour l'instant on n'évacue personne, on prévient, les CCFF sont sur toutes les maisons, vont arroser les toits au cas où. Pour l'instant il n'y a pas de problème, tout est sous contrôle. Les moyens aériens concentrent leurs efforts sur les zones inaccessibles, très escarpées. Comme en 2003, le feu semble vouloir aller vers la mer.
Mais ce soir, les prévisions météo sont plutôt optimistes. Le vent devrait fléchir sensiblement pendant la nuit. Et nous retrouvons Thierry Curtet dans les Bouches-du-Rhône pour un point avant la première manche qui a été remportée par les pompiers ici aujourd'hui, mais ça n'est qu'une première manche. Vous le constatez, le vent est encore très sévère tout autour de moi, très violent. Les rafales de vent soufflent à environ 100 km/h en pointe. Et d'ailleurs, je ne vois plus la caméra à cause de la poussière. Le risque d'incendie était qualifié de très sévère par la météo aujourd'hui. Pour demain, la situation va sans doute s'améliorer un peu. En tous les cas, elle sera moins mauvaise car le risque d'incendie ne sera que très sévère, que sévère seulement, le vent passant d'environ 100 km/h à seulement 60 demain. La température va elle aussi baisser d'une dizaine de degrés avec la nuit qui s'approche, mais les pompiers craignent des reprises d'incendie car ces incendies ont été, vous l'avez entendu dans le reportage de Virginie Tumortiki, probablement déclenchés, des incendies probablement volontaires. Donc cette nuit, aux côtés des pompiers, vont patrouiller à la fois des gendarmes et des polices municipales qui vont unir leurs efforts pour tenter de lutter contre les incendies et les incendiaires. Merci Thierry Curtet. Enfin, sur le front des incendies, le feu progresse en Haute-Corse. 2 incendies qui ont parcouru plus de 1500 hectares. Les habitants des quelques villages se sont réfugiés dans leurs maisons ou dans des églises. Dorothée Cochard. Les secours ont demandé aux habitants de se réfugier dans l'église de Montemaggiore. Ultime repli aux yeux des pompiers qui ne peuvent pas assurer une évacuation. Des rafales à 100 km/h contrarient le travail des Canadaires. Et le sort s'acharne. Malheureusement, un problème technique sur 2 avions qui étaient au refueling sur Calvi ont fait qu'on s'est trouvé en panne d'avion pendant plus d'1 heure. Les secours perdent du terrain, impossible de circonscrire le feu. Les pompiers se focalisent alors sur la protection des habitations. Pendant un certain temps sur ce feu, on a eu des véhicules devant, quoi. On a été devant, on a toujours été capable de voir où ça se passait et en même temps d'être réactif. Là maintenant, on commence à être derrière, quoi. Dans la même région, à Calanza, cette nuit, déjà, le vent redoublait. Conditions extrêmes pour des pompiers pourtant aguerris. Il y a du vent, il fait nuit et le terrain est très difficile. En tout, 1500 hectares sont partis en fumée, l'équivalent de 2 grands arrondissements de Paris. Quelques habitations aussi, mais pas de victimes. Ce soir, le ciel semble plus clément. Météo France prévoit la chute du vent. Ce vendredi 1er juillet donne le coup d'envoi des grands départs avec un jour de forte affluence dans les gares parisiennes. Jusqu'à lundi, la SNCF attend plus d'1 million de voyageurs au départ de la capitale. Nicolas Lemarinier, Yann Moine. La bicyclette, les petits oiseaux, la nappe à carreaux et puis le rayon de soleil. Il y avait comme un avant-goût de vacances cet après-midi à la gare de Lyon. 130 000 passagers attendus ici aujourd'hui, 300 000 dans tout le week-end. Des clients pas stressés, mais alors... Pas du tout qu'il a dit Antoine, pas du tout. Personne n'a été surpris, c'était écrit dans le journal. Alors, les voyageurs ont été prudents, ils se sont organisés. Première méthode... On est parti avec 2 heures d'avance et c'est confortable. Je suis arrivée à 5h30. Pour un train qui est à 7h. Autre souci, les bagages. C'est lourd, ça roule mal, ça prend de la place. Alors ce n'est pas compliqué. Nos bagages sont partis avant et nous suivons. Faire partir ses bagages et les récupérer à l'arrivée, la formule idéale. Autre service bien utile, les gilets rouges de la SNCF. 15h14. Ok, donc c'est la voie va bientôt s'afficher, mais bon, vous êtes sur la bonne plateforme. Oui, je sais. Merci. Finalement, partir en vacances, ce n'est pas trop compliqué. C'est juste une question d'organisation. L'improvisation est à éviter. On avait un TGV prévu pour 17h26 et on aurait voulu partir un petit peu avant, mais ils sont complets et il n'y a plus de place. D'habitude, on arrive à les échanger et aujourd'hui, je crois que c'est pas la peine. Ce week-end, 1 200 000 voyageurs se rendront dans les gares parisiennes pour partir en vacances. Une journée orange sur les routes, annonce Bison Futé. Même drapeau, même couleur pour demain, avec une circulation en accordéon, départ des grandes villes, en particulier bien sûr vers Lyon et en Vallée du Rhône.
Un dispositif renforcé pour ces grands départs avec des opérations de contrôle, notamment en Gironde, sur l'un des axes les plus meurtriers de France, sur l'A63, au sud de Bordeaux. Levez le pied, la vitesse excessive est à l'origine de la plupart des accidents. La peur du gendarme devrait jouer. Francis Mazoyer et Philippe Dumail. Il suffit de prendre un peu de hauteur et sur cette autoroute en direction de l'Espagne, les infractions deviennent soudain plus évidentes. En 2 heures, 8 poids lourds ont été arrêtés. Amende de 135 € et retrait de points pour les chauffeurs. Motif, non-respect des 50 mètres, la distance minimale de sécurité. Vous êtes un automobiliste. Vous faites quoi effectivement quand vous êtes pris un petit peu en otage par 2 poids lourds comme ça? Vous n'avez même pas la possibilité de vous rabattre entre les 2 poids lourds. Donc ce qui est un comportement particulièrement, je dirais, déraisonnable, voire irresponsable. Sur l'A63 au sud de Bordeaux, il y a eu 26 morts l'été dernier. Pour l'opération d'aujourd'hui, 250 policiers et gendarmes ont donc été mobilisés. Principale cible, vitesse excessive et alcool au volant. Allez-y, vous soufflez, vous gonflez le ballon s'il vous plaît. Des contrôles diversement appréciés. Il y en a beaucoup pendant les vacances, maintenant ce serait bien que ce soit tout le long de l'année. On assiste à une répression effrénée maintenant sur les routes. Hein. C'est vrai que bon, ça fait baisser le nombre d'accidents, c'est vrai que bon, c'est indéniable. L'été, le trafic passe de 50 à 75 000 véhicules jour sur cet axe parmi les plus meurtriers de France. Au cours du week-end, les contrôles vont s'intensifier, notamment pour ce samedi classé orange. La sécurité sur les routes passe par le respect de règles évidentes. Veillez à ne pas surcharger les voitures qui peuvent alors être déstabilisées. Dès ce week-end, les gendarmes vont multiplier les contrôles sur la 10 Diego Garcia, Alain Dubar. Quand vient l'été, la traque au kilo superflu concerne aussi les voitures. Et sur l'autoroute A10, le flair des gendarmes fait merveille. Ils font mouche 1 fois sur 2. Bonjour monsieur, gendarmerie, vous allez vous stationner, on va faire un contrôle du poids du véhicule, s'il vous plaît. Je vous remercie. Migration saisonnière, les véhicules sont trop souvent surchargés. Cela altère leur capacité de freinage et leur tenue de route, tout en faisant chauffer les pneus. Nous avons l'exemple l'été dernier d'un véhicule qui était en surcharge de plus d'1 tonne. Le pneumatique éclate, le véhicule se couche sur l'autoroute, un car arrive derrière, ne peut pas l'éviter. Et au résultat, il y a 9 morts et plus de 53 blessés. La pesée. Il ne faut pas dépasser le poids total autorisé en charge. Il figure sur la carte grise. Cet homme pensait déménager dans les règles. Erreur. C'est un véhicule qui peut transporter 700 kg maximum. 700 kg, on y arrive très rapidement. Donc la personne a souhaité faire son déménagement elle-même et du coup se retrouve avec plus de 2 tonnes de surcharge. C'est vrai que je ne le savais pas, je ne m'en rendais pas du tout compte. Maintenant je ne vois pas comment j'aurais pu faire, où j'aurais pu le peser, des choses comme ça. De 90 à 1500 € jusqu'à 3000 en cas de récidive. L'amende, elle aussi, est lourde. Sans compter l'immobilisation du véhicule et le retrait de la carte grise. 300 kg de trop. Cet homme a trouvé la solution. C'est de toute la famille qu'il se déleste. Elle le suivra en taxi jusqu'à la frontière espagnole. Depuis ce matin, le système du médecin traitant est bel et bien entré en application. Un jour de rodage avec au bout du fil le ministre en personne pour guider ou répondre aux questions. Et puis pour les malades, depuis ce matin donc, le passage par le généraliste qu'ils ont choisi avant d'être orientés si besoin vers un spécialiste. Reportage Isabelle Quintard et Arnaud Wurst. Bonjour, Xavier Bertrand, ministre de la Santé. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Et oui, pendant 1 heure ce midi, l'opératrice était un ministre, en l'occurrence celui de la Santé. Au bout du fil, les Français et leurs questions sur le médecin traitant. D'abord, se comprendre. Le médecin que vous connaissez bien et qui vous suit depuis longtemps, il est à Amnéville. Non, il est à Florange. Il est à Florange. Moi, j'habite à Amnéville depuis 1 an. J'ai tout compris. Devant les caméras, Xavier Bertrand a ainsi rassuré 3 assurés sociaux sur les 80 appels de la journée. Plus concrètement, dans les cabinets des généralistes, beaucoup de patients sont venus aux nouvelles. Ça a été une très bonne approche pour reprendre des patients qui ne voyaient pas du tout leur médecin, qui sont venus uniquement sur le plan administratif et qui ont pu reprendre certains problèmes de santé. Cette patiente consulte son spécialiste et en dépit de l'entrée en vigueur du dispositif, elle n'est pas passée par son médecin traitant. Elle préfère payer 5 € de plus plutôt que prendre 2 rendez-vous. Voilà, docteur. Vous croyez que la Sécu fait des économies en faisant venir déjà voir son médecin traitant après voir le spécialiste?
Je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. Pour savoir si le système va permettre de faire des économies, il faudra encore attendre 6 mois. C'était aujourd'hui le premier jour et 28 millions d'assurés sociaux n'ont toujours pas de médecin traitant. Les traditionnelles hausses et revalorisations du 1er juillet, augmentation d'un côté, coup de pouce de l'autre. Le détail, c'est une Crispier. Au chapitre des hausses du 1er juillet, synonyme de bonnes nouvelles, le SMIC. Il augmente de 5,5%. 1 200 000 salariés en bénéficieront. Les fonctionnaires, eux, voient leur salaire de base revalorisé de 0,5%. Hausse également des allocations familiales, plus 1,7% pour l'allocation de base et la prime de naissance, plus 2,2% pour les compléments mode de garde. Oubliés de ces petits coups de pouce, les chômeurs, ils ne verront pas leur indemnité revalorisée cette année. Pour ce qui est des hausses qui grèvent le porte-monnaie, d'abord les tarifs du gaz qui augmentent de 4%. Prendre le train sera également plus cher. Le prix des billets augmente de façon inégale, jusqu'à 2,5% pour les corails. Enfin, pour les franciliens, du ticket de métro à la carte orange, les tarifs RATP croissent de 1,8% en moyenne. Lot de consolation, l'abonnement France Télécom, le timbre et les tarifs d'électricité, eux, ne bougent pas. Dominique de Villepin était au Havre aujourd'hui lors d'une visite consacrée à la lutte contre la discrimination à l'embauche des jeunes issus de l'immigration. Le Premier ministre a redit son opposition au principe de discrimination positive, lui préférant le principe de la promotion de l'égalité des chances. C'est d'ailleurs le titre du ministère d'Azouz Begag qui l'accompagnait. Enfin, sachez que le groupe socialiste à l'Assemblée a déposé une motion de censure qui sera débattue mardi prochain, juste avant le vote sur le projet de loi permettant au gouvernement de légiférer par ordonnance. En fait, une motion de censure qui n'a aucune chance d'être adoptée, l'UMP étant largement majoritaire. Côté justice, le plus ancien détenu de France condamné à la perpétuité pour l'enlèvement et l'assassinat d'un enfant de 11 ans, Lucien Léger, s'est vu accorder aujourd'hui une libération conditionnelle mais qui a été immédiatement suspendue, le parquet ayant décidé de faire appel. Cette affaire s'inscrit dans un contexte particulier avec le débat sur la récidive. Amaury Guibert. Il a passé l'essentiel de sa vie dans cette cellule. 41 ans. 41 ans de prison qui pourraient bientôt prendre fin. Lucien Léger, 68 ans, le plus ancien détenu de France, a vu aujourd'hui sa demande de libération conditionnelle acceptée. Ce doit être la 15e ou la 16e demande de libération conditionnelle. Et enfin, cette demande est acceptée aujourd'hui. C'est donc une date importante, surtout pour Lucien Léger, qui peut voir enfin les portes de la prison s'ouvrir devant lui. 1er juillet 64. Le nommé Léger Lucien se présente à la police. Lucien Léger a 27 ans lorsqu'il avoue le meurtre du petit Luc Taron. Il reviendra plus tard sur ses aveux, mais la cour d'assises le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Les images d'un passé dont ce boulanger ne veut plus entendre parler. Convaincu depuis toujours de l'innocence de Lucien Léger, il a décidé de l'héberger à sa sortie. Il aura déjà besoin de s'habituer à un rythme de vie différent, avec beaucoup d'espace autour de lui, beaucoup de tranquillité, peut-être un peu trop, mais il va s'habituer à vivre parmi nous comme il a vécu à l'époque. Mais en plein débat sur la récidive, le parquet d'Arras a immédiatement fait appel de cette décision de libération conditionnelle. Je me place du point de vue de la protection de la société. Je me place aussi, j'ai une pensée pour la victime. Elle aussi, elle a perdu son enfant depuis 40 ans. Celui qu'on appelait à l'époque l'étrangleur présente aujourd'hui des expertises favorables à sa sortie. D'autres juges devront pourtant se prononcer sur son cas dans les 2 mois qui viennent. À Angers, dans le procès pour pédophilie, la fin des réquisitions qui ont commencé mercredi. Avec 20 ans de réclusion et une peine de sûreté contre l'un des principaux accusés, Didier, présenté par l'avocat général comme un prédateur sans scrupules, déjà condamné pour des agressions sexuelles. 3 des autres accusés risquent la perpétuité, verdict vers la fin du mois de juillet. François Privat, Philippe Ridel. 30 années de réclusion au moins requises contre Éric J. Violeur, proxénète, pervers multirécidiviste. Déjà condamné en 1997 pour le viol de 10 enfants. Éric J est un ogre, assène l'avocat général Tocanier. Il dévore l'innocence des enfants. On ne sait pas comment faire, donc la seule façon que l'on ait trouvée, c'est de le mettre à l'écart.
C'est l'aveu de la faiblesse de notre société aussi face à ce problème de la pédophilie. Sur un ton monocorde, les réquisitions, 66 en tout, se sont enchaînées. Le parquet a demandé à plusieurs reprises les peines maximales, 20 à 30 ans. Aucune circonstance atténuante n'est reconnue aux principaux accusés qui, dans la salle, ont écouté sans réagir. Un sentiment d'incompréhension vis-à-vis des accusés qui n'expriment absolument aucune réaction, aucune émotion, et qui pourtant, pour certains, ont clamé leur innocence, ont hurlé leur innocence, et souri à l'annonce des réquisitions 20 ans, 18 ans, 15 ans. On se regarde, on sourit. Durant ces 3 jours de réquisitoire, sans concession, le parquet général a également rappelé que ce procès avait permis de mettre en évidence l'existence d'une prostitution enfantine organisée, certes, mais en cercles familiaux ou amicaux relativement restreints, plutôt qu'au sein d'un vaste réseau de pédophilie. Et puis à Perpignan, les suspects interpellés avant-hier dans l'enquête sur l'assassinat de Driss Gaïb ont tous été relâchés. Avant de refermer ce chapitre, sachez que quelques 200 magistrats se sont retrouvés sur les marches du palais de justice à Paris. Ils s'insurgent contre les propos de Nicolas Sarkozy, mettant en cause un juge. Une manifestation pour réaffirmer le principe de séparation des pouvoirs, qui est un des fondements de la démocratie. Fin de citation. On en vient à l'affaire des régulateurs de vitesse après plusieurs pannes supposées sur des modèles Renault. Pour des experts indépendants nommés par la justice, il n'y a pas eu de dysfonctionnement, ce qui met hors de cause le constructeur, mais les victimes continuent, elles, de douter. Luc Bazifin. La Velsatis de Renault et son régulateur de vitesse sont finalement mis hors de cause par la justice. Une petite impulsion sur ce bouton et c'est parti. L'électronique prend le relais de l'automobiliste. Et pourtant, un propriétaire de Velsatis en octobre dernier affirmait s'être retrouvé au volant de sa voiture bloquée à 200 km/h pendant 150 km sur l'autoroute A71. Après plus de 8 mois, les experts de la justice concluent que les investigations techniques et les essais du véhicule écartent tout dysfonctionnement du régulateur de vitesse. De quoi discréditer les affirmations d'Ishamdra, l'automobiliste plaignant. Je ne pense pas être un fabulateur, on est plusieurs personnes à qui ce problème est arrivé. Passer 50 minutes au risque, au péril déjà de ma vie pour commencer, j'avais très honnêtement autre chose à faire ce soir-là que jouer à ce jeu-là. En fait, le système fonctionne grâce à une simple impulsion sur cette manette. La vitesse de croisière reste enregistrée. Pour reprendre les commandes, il suffit d'effleurer la pédale de frein. 40 ingénieurs de Renault travaillent depuis près de 9 mois sur le régulateur. Pour eux non plus, la technique n'est pas en cause. Nous avons roulé des milliers de kilomètres et la seule cause, la seule explication à laquelle nous ayons abouti, c'est une confusion dans l'usage des pédales. La machine aurait-elle dépassé l'homme? Renault met maintenant en place une cellule d'écoute pour rassurer et conseiller ses clients. L'Europe est passée depuis aujourd'hui sous présidence britannique. C'est Tony Blair qui prend pour 6 mois les rênes de l'Union, avec des dossiers brûlants en attente. Et cette question, quelle sera la ligne que compte impulser la Grande-Bretagne dans une Europe en crise? Laurent Boussier. Jamais une prise de présidence européenne n'aura été aussi attendue, autant médiatisée. L'Europe est en crise, alors en recevant cet après-midi à Londres José Manuel Barroso, le président de la Commission, Tony Blair a voulu rassurer tous ceux que la présidence britannique inquiète. Je crois en l'Europe en tant que projet, avec sa dimension sociale. L'Europe n'est pas juste une zone de libre-échange, un espace économique. Mais cela ne sert à rien de vouloir faire du commerce dans un monde compétitif et difficile sans faire les changements nécessaires. Rien sur la politique agricole commune, rien sur le rabais britannique. Tradition oblige, quand on prend la présidence de l'Union, au début en tout cas, on ne parle pas de choses qui fâchent. Quant au budget pomme de toutes les discordes et cause de l'échec du dernier sommet de Bruxelles, Tony Blair a proposé d'organiser un sommet des chefs d'État d'ici la fin de l'année. Ce que veut la Grande-Bretagne, c'est rendre l'Europe beaucoup plus ouverte sur l'extérieur, avec plus de compétition par rapport aux marchés émergents ou aux États-Unis, tout en préservant une protection sociale. C'est ce que le gouvernement va essayer de faire, d'où ce sommet spécial qui se réunira ici, loin de Bruxelles. Autrement dit, le Premier ministre britannique sait que sa présidence va être difficile et qu'il a besoin des autres Européens. En parlant de modèle social européen et en annonçant un sommet des chefs d'État ici à Londres, Tony Blair essaie visiblement de sortir l'Europe d'une crise qu'il a lui-même contribué à créer. En Allemagne, les députés ont refusé la confiance au chancelier Gerhard Schröder, suivant ainsi sa propre volonté puisqu'il veut provoquer des élections anticipées en septembre pour retrouver sa légitimité et pour pouvoir poursuivre ses réformes.
À quelques jours du sommet du G8 et pour faire pression sur les pays les plus riches, cette série d'actions qui se veulent symboliques et spectaculaires, des monuments dans le monde entier entourés de blanc pour marquer la solidarité nord-sud. En France, dans une cinquantaine de villes, à l'appel de nombreuses associations et personnalités, ces marches blanches. À Paris ou dans les jardins du Trocadéro, une chaîne humaine avec de grands bandeaux blancs. Et c'est à travers le monde que se déroulera demain une série de spectacles présentés comme les plus grands concerts jamais vus. Coup d'envoi à Tokyo, avec sur scène des artistes qui se mobilisent pour l'Afrique. À Londres, Paul McCartney, Elton John, Madonna, sous l'impulsion de Bob Geldof. À Paris, concert au Château de Versailles, dernier préparatif, Michel Monpontet, Arnaud Miguet. À Édimbourg, dans 4 jours, les puissants de ce monde seront réunis, donc, mais plutôt comme un médecin au chevet d'un malade. Le malade, c'est l'Afrique, bien sûr, et cette misère endémique. La misère et la maladie qu'on arriverait presque à accepter comme une fatalité. Dans les banlieues de Nairobi, on ne sait pas ce que G8 veut dire, et les pays riches sont inaccessibles à ses yeux. Alors, tout autour de la Terre, comme une chaîne qui s'organise, il y a le Live 8. Une dizaine de concerts, un dans chaque pays du G8, plus l'Afrique du Sud. Début de la journée à Tokyo, fin aux États-Unis. Une mobilisation transcontinentale pour faire pression sur les membres du G8. Une idée de Bob Geldof, un ancien punk et un vrai chic type. Il était d'ailleurs l'inspirateur du Live Aid pour l'Éthiopie il y a 20 ans. À la fin de cette journée, quelque chose comme 550 millions de personnes auront vu ou entendu quelque chose de tout ça. Ce sera la plus importante action démocratique jamais réalisée. La liste des artistes qui participeront à ce rassemblement ressemble au bottin mondain du show business planétaire. De Björk à Youssou N'Dour, des millions de décibels 24 heures durant. Décibels et feux d'artifice, mais qui franchiront peut-être les barrières de sécurité de Glen Eagles, le lieu où seront réunis les puissants de ce monde 2 jours durant. Et un peu partout dans le monde, journée d'action organisée par la coalition 2005, plus d'excuses. Le but, eh bien, à quelques jours, on le disait, du sommet du G8, faire pression sur les États pour réduire l'extrême pauvreté, comme ici ces manifestations à Sydney où des militants d'ONG portaient un brassard blanc sous une grande banderole proclamant pour que la pauvreté devienne de l'histoire ancienne. Ces manifestations se déroulent dans d'autres pays, au Canada, en Espagne, mais aussi en Inde. La guerre contre la misère et la malnutrition en Afrique passe d'abord et avant tout par l'eau, un besoin vital pour ces populations qui souffrent de la sécheresse. Voyez cet exemple au Tchad, l'espoir est dans chaque goutte d'eau, une eau comme un trésor. Reportage Éric Meunier, Sylvain Barral. Dès le lever du soleil, c'est la priorité des priorités pour chacun de ces villageois. Trouver les 8 à 10 litres d'eau nécessaires par jour et par personne pour survivre dans cet ouest tchadien aux portes du Sahara. Hors saison des pluies, le village de Mabrio ne peut compter que sur son seul et unique puits. Et encore, faut-il le partager avec 2 autres hameaux des alentours. L'eau qui en sort ne serait sous d'autres latitudes pas même bonne à la lessive. Ici, elle sert aussi à la cuisine, pour la toilette, à abreuver hommes et bêtes. Pour la Haune d'Anadineni, le chef de canton, le diagnostic est sans appel. C'est bien cette eau malsaine, ce puits sans hygiène qui apporte les diarrhées dont souffrent souvent les enfants d'ici. Personne n'est dupe à Mabrio, mais y a-t-il d'autres choix? Oui, répondent Mario Melandri et son équipe. Voilà 15 ans que cet hydrogéologue italien sillonne le Tchad. À lui seul, il a réalisé 2500 des 6000 forages du pays. De cette pompe sort une eau pure, captée à 35 mètres de profondeur, une eau filtrée par les sédiments, protégée par des couches d'argile. Les villageois d'Abou Johol ne s'y trompent pas. Ici, on protège les récipients avec un couvercle et l'on se déchausse aux abords de la pompe. À Abou Johol, on se croit chanceux. Donner de l'eau propre au village, ça signifie de donner la santé au village. 11 000 €, c'est le prix que l'Union européenne aura payé pour offrir au Tchad
Un forage comme celui-ci. Les villageois, eux, cotisent 40 centimes d'euros par famille et par mois. Ils ne le regrettent pas. Ils disaient qu'avant, ils avaient des courbatures partout. Et maintenant, leur santé s'est améliorée. Au Tchad, on a des régions de 3-4%. C'est-à-dire 3-4% de la population, qui a accès à l'eau. Qui a accès à de l'eau potable. À de l'eau potable, comme ça, là. Oui. En forage. En forage. Ouais. Équipé avec des pompes. Ouais. Donc le travail est immense, réellement. Immense. Ouais. Là, on a donné une goutte d'eau dans le désert, réellement. Au Tchad, l'eau ne manque pas, les moyens si. L'actualité sportive, c'est bien sûr le Tour de France qui commence demain. Évidemment, Lance Armstrong sera l'homme à abattre. Jan Ullrich en a fait une obsession. Et pourtant, le cycliste allemand a été victime d'un accident à l'entraînement. Une très grosse frayeur. Nathanaël de Rinxa. Sa blessure au cou est protégée par un large pansement. Malgré la douleur, Jan Ullrich veut rassurer ses supporters. Cet après-midi, lors d'un entraînement, le coureur allemand n'a pas pu éviter son véhicule de course qui freinait brutalement. Il est passé par la vitre arrière, tête la première. Je suis heureux parce que les blessures sont superficielles. Des coupures, juste au-dessus de la carotide. Je n'ai rien, j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai aussi la tête dure. Si Ullrich va bien, l'équipe T-Mobile a pris un sérieux coup au moral. Ça tombe plutôt mal, le groupe sportif allemand se présente sur le Tour comme l'outsider principal de Lance Armstrong. L'équipe T-Mobile de Jan Ullrich, dans laquelle il y a Jan Ullrich, mais aussi Kloden, mais aussi Vinokourov, et une stratégie d'encerclement pourrait peut-être mettre Armstrong en difficulté. Pour empêcher Armstrong de remporter un 7e titre, il faut aussi compter sur la grande forme des coureurs espagnols, comme ici Roberto Heras. Les Français ne participeront pas à la lutte pour la victoire finale. En revanche, il faudra suivre la prestation d'Ivan Basso, l'Italien, seul coureur l'an passé à avoir battu Armstrong en montagne. C'est sûr que le temps ne joue pas en ma faveur, j'ai 34 ans, mais je suis fort et plus motivé que jamais. Extrêmement décontracté, ce matin, Lance Armstrong affichait un large sourire. Pour son dernier Tour de France, l'Américain veut gagner bien sûr, mais il veut surtout se faire plaisir. Le compte à rebours pour les JO 2012, fin du suspense mercredi avec un dernier grand oral à Singapour. Jacques Chirac et les représentants de Paris seront les premiers à plancher devant les membres du CIO. Le maire de Paris sera du voyage. L'initiateur de la candidature est à quelques heures du départ. Julien Beaumont, Zindenberkus. Sur tous les fronts. À la veille de son départ, impossible pour Bertrand Delanoë de ne penser qu'aux Jeux Olympiques. Vous êtes France 2 qui se demandait ce que je fais en même temps que je prépare Singapour. Bah oui, on inaugure des logements et une halte garderie. Une inauguration qui, juste avant la décision du CIO, prend une tournure bien particulière. Et ça, le maire de Paris l'a bien compris. Du coup, son discours s'adresse aux enfants. Lorsque je demanderai au mouvement olympique international les Jeux Olympiques en 2012 à Paris, je penserai à vos regards. Paris 2012. Il travaille sur le dossier depuis 2 ans et demi, un leitmotiv. Bertrand Delanoë, quand il a un combat à mener, il est en forme. Donc là, c'est un vrai combat. Et moi, je trouve dopé, là, il est bien. Comme arrogant, même quand il Rencontre avec la presse espagnole. Madrid est également candidate. Voilà pourquoi ces journalistes sont venus interviewer Bertrand Delanoë. On a le sentiment qu'il est, on va dire, très content, il est très confiant, qu'il est convaincu que Paris va gagner. Mais les Jeux ne sont pas faits. Le 6 juillet, il prendra la parole devant les membres du CIO pour une ultime intervention. Je me rappelle du conseil de Jean-Claude Killy qui m'avait dit au début, Bertrand, ça se jouera au centième de seconde. Ça veut dire que c'est pas le moment de se déconcentrer. Dernière inauguration, la place Loulou Gasté, auteur de 1200 chansons. Sa compagne Nine Renaud est là, mais il y a aussi le président de la République. Eh ben, voilà. Et on se fera passer les textes. C'est du bonheur tout ça, c'est de l'épreuve, c'est du travail, c'est de la concentration, c'est de la créativité collective, mais c'est du bonheur. Pour l'instant, pour Bertrand Delanoë, c'est flash et star du showbiz, un peu de détente avant le grand oral. Cet après-midi au Stade de France, Stéphane Diagana a reçu la médaille d'or au relais 4x400 mètres des mondiaux 2003. Il y a 2 ans, les Français étaient arrivés 2e avant que l'un des coureurs du relais américain contrôlé positif ne fasse disqualifier son équipe.
Et puis déception à Wimbledon pour Amélie Mauresmo. La Française s'est fait éliminer en demi-finale par l'Américaine Lindsay Davenport en 3-7, 6-7, 7-6, 6-4. Lindsay Davenport affrontera demain en finale sa compatriote Venus Williams. Chez les hommes, Roger Federer rencontrera en finale le vainqueur de la demi-finale, Roderick Johansson. Nous vous le disions en début de journal, cette journée de vendredi marque les premiers grands départs en vacances. En guise d'illustration, les derniers préparatifs de cette famille et de ses 5 enfants qui piaillent d'impatience Anne-Sophie Chaumier-Lecomte et Marie Cazot. Pas une minute à perdre pour cette mère de famille. Dans moins de 5 heures, c'est le grand départ et la fin d'un marathon. Ah oui, ça a déjà commencé depuis hier soir. Vider les chambres, jeter les cours à la poubelle, essayer de ranger les chambres. Là, on attaque les sacs. Il faut être prêt pour le dîner et après le dîner, on part. C'est parti. Première étape, les bagages. Et avec 5 enfants, mieux vaut être méthodique. Un tour de chaque chambre. On sort toute la pile de ce qu'il faut, le minimum parce qu'on est 8 dans la voiture et sinon ça ne tient pas. On lavera en vacances et ben on y va progressivement. En tout, 7 sacs, 50 paires de chaussettes, autant de t-shirts, sans oublier les brosses à dents, les médicaments, les maillots, les serviettes, les bottes, les cirés, le ballon et l'appareil photo. Et des enfants pas toujours très coopératifs. 2 fois. Ah ben je comprends. Deuxième voilà, étape, le coffre. Et tu pourrais mettre des chaussures quand même, écoute. L'exercice se révèle plutôt acrobatique. Ben, j'essaye de l'attraper. La tribu n'a pas le choix, tout doit tenir dans la voiture. Troisième et dernière étape, vérifier une fois encore la liste. Si, je sais ce qu'on a oublié. Un truc, Alexandre, les cannes à pêche. Tu vas le mettre dans l'entrée? Les cannes à pêche seront retrouvées, les jouets précieusement emballés. La famille est enfin prête à embarquer. Amélie. La randonnée est devenue le premier sport de loisir en France, notamment l'été. On trouve de plus en plus de randonneurs sur les sentiers. Les produits, bien sûr, s'adaptent au plus grand nombre et tout est fait pour faciliter la vie des marcheurs. François-Julien Piednoir, Dominique Bonnet. La nature, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment l'aventure. Fini mal de pied, dos déformé, aujourd'hui tout est fait pour que le randonneur se sente aussi bien sur un chemin que s'il marchait dans son jardin. Avec 20 kg sur le dos, plus question de se faire bobo. Au niveau du confort de portage, on va faire une ceinture pivotante qui permet de s'adapter au mouvement du randonneur pendant la pratique et également avoir un dos réglable de façon à s'adapter aux différents types de morphologie qui existent. Objectif, séduire les 15 millions de marcheurs avec un seul mot d'ordre, le confort. Sac de couchage ultra compact, matelas autogonflant et même une tente pour les feignants. Terminé le cauchemar du randonneur, il peut semer sa tente en 2 secondes. Démonstration. C'est vrai qu'elle est très pratique. Bon après, à transporter, elle est peut-être moins facile. Effectivement, elle est un peu encombrante, mais fait fureur auprès des partisans du moindre effort. Ben si, après l'effort, c'est de partir la journée, de marcher, et non plus de souffrir ou de transpirer, enfin de haleter, mais c'est de regarder le paysage à droite, à gauche, de pouvoir discuter avec son voisin. Et voilà, à ce moment-là, il n'y a plus que le plaisir et le bonheur de randonner et de se balader dans la nature. Gants jetables, brosse à dents, le randonneur aime aussi être propre, même à 3000 mètres d'altitude. Il aime aussi bien manger. Les produits lyophilisés sont plus variés, il y en a pour tous les goûts. Spaghetti bolognaise, couscous ou riz curry. Mais la gastronomie de randonnée, encore faut-il aimer. Non, c'est sûr que quand on aime la bonne bouffe, la rando, c'est pas top. Quant à la bonne vieille carte, vous pourrez bientôt la déchirer. Le randonneur de demain crapahutera guidé par GPS, c'est moins dur. Et pourtant, il y a parfois tellement de charme à se perdre dans la nature. Depuis 2 jours à Paris, le tournage du best-seller de Dan Brown, Da Vinci Code. Le tournage a débuté dans la plus grande discrétion. Dans les rôles principaux, Audrey Tautou et Tom Hanks. Hier soir, le quartier du Louvre était bouclé. Une équipe de France 2 a réussi à surprendre quelques scènes du film. Le tournage dans l'enceinte du musée devrait se prolonger jusqu'à la fin du mois de juillet. Le Festival de danse de Montpellier, le chorégraphe Angelin Preljocage, pour sa nouvelle création, a choisi de dépoussiérer un classique de la musique, les 4 saisons de Vivaldi, Abdel Mostefa, Éric Mézy. Des corps, des cordes, celles de Vivaldi, et une question.
Vivaldi, c'est un problème. C'est un problème aujourd'hui parce que ça a été tellement dévoyé que c'est insupportable. Dès qu'on entend tati tati tadada, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? C'est pas possible. Le jeu, c'est vraiment devenu plat. Comment retrouver la fraîcheur d'une musique usée par les ascenseurs et la pub? Vous pouvez faire encore plus vite? Primo, choisir une version des 4 saisons dépouillée. Secondo, surprendre. Avec un danseur éponge, de grands bonshommes verts, des nounours en plastique, une foule d'objets un peu fous, fruit de l'imagination d'un autre artiste. C'est des objets que j'invente qui n'ont pas de fonction et ils ont trouvé des fonctions. Et je pense que pour les danseurs, ça donne une autre façon de bouger, sans doute une autre façon de se comporter. Brouiller les pistes, en permanence l'objectif d'Angelin Prel-Jocage. Basculer du printemps à l'hiver, en trouvant que tout ça passe trop vite. « 12 danseurs, 4 saisons, un seul message, se faire plaisir. » C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice, 20h50 PJ, 1h20, le journal de la nuit Jean-Claude Renaud. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.